Bonjour et bienvenue sur le plateau de la pêche en question. Alors vous avez sans doute vu ces images dramatiques de 35 000 morses échouées sur une plage d'Alaska. Des morses qui, faute de banquise, se sont retrouvées sur la terre ferme. Alors pour les scientifiques, pas de doute, il s'agit d'une des nouvelles illustrations du réchauffement climatique. En France, heureusement, pas de situation aussi dramatique, mais tout de même des changements dans l'univers marin qui conduisent encore plus pêcheurs et scientifiques à travailler ensemble. De tout cela, nous reparlerons tout à l'heure, savoir notamment comment pêcheurs et scientifiques peuvent répondre aux défis à la fois écologiques et économiques. Mais pour le moment, voyez ce reportage, il est signé Pascal Berthelot. Exercer le métier de marin-pêcheur est devenu aujourd'hui de plus en plus difficile. Interdiction de pêcher certaines espèces, prolifération d'algues envahissantes ou bien encore prédateurs de plus en plus nombreux, le quotidien des pêcheurs s'est sérieusement compliqué. Ce qu'on peut récupérer, ce qui s'est fixé en quelques jours. En quelques mois, le liga est devenu le cauchemar des pêcheurs du Pays Basque. Le liga, c'est une matière gluante qui se dépose sur les lignes de pêche et qui fait fuir le poisson. Pour tenter d'endiguer le problème, des scientifiques sont dépêchés dans la région. Plus au nord, dans la baie de Somme, la situation est différente. Ici, c'est le phoque qui pose problème. Didier est une figure locale de la pêche dans la baie. Depuis plus de 50 ans, il vit de sa pêche et de sa chasse tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, un concurrent redoutable s'est invité autour de ses filets. Alors un filet comme ça, là, vous voyez le nombre de trous qu'il y a. On va avoir servi 2 fois. Et il y a déjà un quart du filet en moins. À La Rochelle, les raies brunettes font l'objet depuis 2009 d'une protection européenne. Leur capture est interdite. Une décision difficile à comprendre par les pêcheurs car les stocks paraissent abondants. Alors un programme d'études entre pêcheurs et scientifiques a été mis en place pour tenter de trouver des solutions. Comment travaillent-ils ensemble? Quelles solutions les scientifiques peuvent-ils apporter pour soulager le quotidien des marins-pêcheurs? Comment préserver une matière première au gisement limité tout en assurant l'avenir de la pêche française? C'est ce que nous vous proposons de découvrir. Ce matin, des scientifiques sont réunis en Anglette, au Pays Basque, à l'initiative de l'Institut des milieux aquatiques. Nicolas Susperegui est chargé de mission. Il consacre ses recherches à l'exploration d'un phénomène qui complique le quotidien de nombreux pêcheurs. Son nom, le liga. Une matière gluante qui se forme dans l'océan et qui se fixe au filet de pêche, compliquant ainsi le travail des pêcheurs. Chaque scientifique présent autour de la table apporte ses conclusions. Des sociologues sont même représentés, soucieux des répercussions du liga sur la vie des marins-pêcheurs. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, justement, dans ces approches un peu pluridisciplinaires, c'est d'essayer en tout cas de connecter la science, qui n'est pas toujours grand public et abordable, avec la société. Et les sociologues, ils sont là pour ça. Leur idée à eux, c'est de savoir comment la société perçoit le phénomène, ce phénomène liga, comment les pêcheurs le ressentent, comment ils s'adaptent, est-ce qu'il y a des stratégies d'adaptation par rapport à leur métier, comment les collectivités territoriales, est-ce qu'ils le ressentent de la même façon, est-ce qu'ils l'appréhendent de la même façon, puis les scientifiques, nous on aura un regard scientifique. C'est essayer de savoir aussi comment ce phénomène-là, naturel, environnemental, qui demande des explications, puisqu'on est là, et aussi ressenti et comment on peut s'y adapter ou pas. Comme je disais tout à l'heure, la science ne doit plus être déconnectée de préoccupations sociétales. Les scientifiques doivent donc apporter des réponses aux marins-pêcheurs, mais pas seulement. Leur mission est plus large. Avant tout, il est important de mieux connaître le liga et pour cela, il faut embarquer avec les pêcheurs de la côte basque. Par contre, voilà, le liga, on sait qu'il va y en avoir. Ça peut ne pas être très compliqué de récupérer quelques échantillons. Et il est possible, par exemple, de pouvoir récupérer de la matière qui est sur les filets de pêcheurs, par exemple, la matière pure. Dans le golfe de Gascogne, le liga a fait son apparition depuis longtemps. Des rendements en baisse, une pêche au filet de moins en moins productive, c'est une menace bien réelle qui pèse sur toute une filière. Après plusieurs mois d'études, les scientifiques ont encore du mal à comprendre le phénomène liga. Pourtant, des hypothèses commencent à émerger. Il semblerait qu'il y ait dans l'eau des déséquilibres en éléments minéraux. Les éléments minéraux, c'est l'azote, le phosphate et la silice, dont se sert le phytoplancton pour produire de la matière organique, des carapaces, etc. Et ces équilibres-là sont très fragiles. Et ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que les apports, notamment en milieu côtier, donc via les cours d'eau,
sont assez déséquilibrés en éléments minéraux, ce qui limite la croissance du phytoplancton, qui en réponse à ce qu'on appelle nous un stress nutritif, sécrète du mucus. C'est un peu un nuage, un filtre qui va se balader entre deux eaux puis qui va capter un peu tout ce qui se trouve dans l'eau, à savoir de la matière organique, des vases amenés par les cours d'eau, des œufs, des larves, du plancton animal. Pour vérifier ces conclusions, Nicolas Susperegui, le scientifique, embarque à bord du chalutier de Pierre Courtiot, marin-pêcheur à Saint-Jean-de-Luz. Ce matin, la pêche est au bar de ligne. Pierre décide de poser quelques kilomètres de palangre, mais avant, il faut passer récupérer les crabes qui serviront d'appât. Voilà. Casser les appâts, se faire dévorer. Les lignes à peine remontées et déjà les premiers signes de bout apparaissent. Une fine couche gluante collée à la base des hameçons. Là, je retire pour pouvoir mettre l'hameçon, mais là, au bout, je retire de la boue. Donc, ceci n'est pas trop bon pour pêcher. Et c'est ça le ligue, qu'on appelle le ligue. Et c'est la même chose sur la ligne de Pierre. Impossible dans ces conditions de prendre du poisson. Nous, on le ressent surtout comme une gêne pour la pêche. C'est-à-dire que le poisson, on le sent avec les outils de détection que l'on a, les sondeurs, les sonars. On sent la présence de poisson, on sait qu'il est là. Maintenant, notre matériel ne travaille plus parce que ce ligard se dépose sur nos filets, sur nos palangres et tout le côté invisible du matériel se perd. Donc le poisson est là, mais on ne le pêche plus et à cause de ce ligard. Et le phénomène s'intensifie en fonction de l'épaisseur de la ligne. La corde qui permet de ramener les lignes de pêche au bateau est entièrement recouverte de boue. Ah ben oui, là, le support est un peu plus gros, donc ça se colle mieux, ça se fixe mieux, et puis voilà ce qu'on peut récupérer, ce qui s'est fixé en quelques jours, quoi. Il a posé le filet il y a 24 heures, donc on voit on se fait une petite idée quand même de la quantité de ligas qu'il peut y avoir, qu'il y a sûrement sous l'eau. Ce qui est impressionnant aussi, on va le faire sur celui-là. T'attends, c'est que sur les... On voit, là c'est le fil du flotteur. Et on se rend compte que sur les premiers mètres, il y en a. Juste sous la surface, il n'y en a pas. Ou peu. Et que ça commence à peu près à 2-3 mètres, quoi, en dessous de la surface. Cette couche marron de ligas rend le fil visible. Le crabe qui sert d'appât ne risque rien. Le bar ne l'attaquera pas. Aujourd'hui, il n'y aura pas de poisson sur cette ligne. En 10 ans, le ligas sur la côte basque n'a cessé de s'étendre. Mais sa présence varie d'une zone à l'autre. Et quand il n'y a pas de ligas, le poisson est au rendez-vous. Là, on le voit bien, le ligas qu'il y a sur le fil, là. Tu vois, Nico? Ah ouais, là, tu peux récupérer, là, il est important. Le mien n'était pas important, mais celui-là, c'est important. Pas le même. C'est collé, hein? T'as vu ça, c'est incroyable. Après, il faut imaginer ça sur des kilomètres et sur des filets par moment, sur 5 ou 10 mètres de hauteur, quoi. Voilà ce qui s'est agglutiné en 24 heures. Bah, sur un fil qui fait 1,50 m de long et de 60 centièmes, quoi. Donc c'est fin comme fil, mais voilà. Cette matière visqueuse est omniprésente sur les lignes, mais l'ampleur du phénomène n'est rien comparée à sa capacité de prise sur les filets de pêche. En quelques jours seulement, ces filets beaucoup plus épais sont entièrement recouverts de boue. Son efficacité pour emprisonner le poisson est désormais nulle et en quelques heures, le bateau est entièrement recouvert de boue. À ce jour, les travaux de Nicolas sont précieux pour les pêcheurs du golfe de Gascogne. Ils peuvent aujourd'hui adapter leur date de sortie en mer et choisir les zones de pêche en fonction des préconisations du scientifique. Nicolas, d'après les dernières analyses qu'il a pu faire, me dit que dès qu'il va y avoir des pluies dans cette zone, le ligas va se développer encore plus. Donc c'est intéressant pour moi d'avoir cette prévision, comme ça je sais que voilà, dès qu'il va pleuvoir, je ne vais pas venir pêcher ici parce que je sais très bien qu'il y aura beaucoup de ligas et je ne pêcherai pas.
Voilà, c'est déjà un début de réponse à nos questions. Où est-ce qu'on va en trouver? Quand, à quel moment on va en trouver? Ça, c'est des éléments importants pour nous, pour pouvoir s'adapter. Parce que derrière, le phénomène il est là, donc c'est aujourd'hui à nous de nous adapter, pour pouvoir travailler. Après avoir réalisé les prélèvements, Nicolas conserve le liga dans des récipients adaptés à l'étude de cette matière. Alors là, je les garde. J'ai pris un flacon brun en fait pour limiter les entrées de lumière, parce qu'on sait qu'il y a des organismes qui sont sensibles à la lumière. On va les garder au frais. On va essayer de les transporter le plus rapidement possible, tout en les gardant au frais à l'obscurité au bureau. Et puis ensuite, on ira voir sous le microscope ce qu'on trouve dedans, ce qu'on voit dedans. Voilà. Les sorties en mer coûtent cher, leurs fréquences sont donc limitées. Chaque prélèvement est à analyser et à interpréter avec rapidité et minutie. Donc on va regarder un peu ce qu'on a dans notre échantillon prélevé ce matin. Donc moi je vais m'attarder essentiellement sur le plancton, c'est mon travail. Donc je vais juste prélever une goutte de liga que je vais mettre entre lame et lamelle. Voilà, et qu'on va observer au microscope. Le microscope est relié directement à l'ordinateur, ce qui fait que je vais pouvoir visualiser sur l'ordinateur ce que je vois sous le microscope. Et là, donc, le but du jeu, c'est d'identifier les espèces présentes et de les compter. Donc là, ce qu'on voit, c'est des dinoflagellés, c'est du phytoplancton, du plancton végétal. Tout ce que l'on voit en pointillé derrière, c'est le liant, c'est le mucus, c'est la glu, qui en fait agglomère des individus vivants, du plancton végétal. Ici, essentiellement du plancton végétal, cette fois-ci, mais ça peut être aussi du plancton animal. Donc on voit vraiment qu'il y a des espèces d'agrégats, de conglomérats, de cellules, prises dans une espèce de glu qui correspond en fait à notre liant du liga. L'étude effectuée par Nicolas ne permet pas encore de répondre aux deux questions importantes, à savoir la quantité de liga présente dans les eaux du golfe de Gascogne et son origine. Mais il semble néanmoins peu probable qu'une telle quantité de matière organique soit exclusivement d'origine marine. Il faut chercher ailleurs les causes de formation du liga, mais ce qui est certain, c'est que sa prolifération pourrait soulever des problèmes écologiques beaucoup plus importants que ceux qui affectent les pêcheurs. Plus au nord, dans la baie de Somme, ce qui inquiète les pêcheurs, ce ne sont pas les algues, mais les phoques. Le phoque gris et le veau marin ont investi l'estuaire et leur concentration suscite une véritable polémique. Les pêcheurs accusent les veaux de mer d'aggraver la raréfaction des poissons et d'abîmer le matériel. Depuis 6 ans, ils sont devenus le cauchemar de Didier Lelon, dit Khrouchtchev. Les phoques pillent ses filets. En quelques années, sa pêche est passée de 60 kg à 2 kg. La disparition du poisson dans la Somme, c'est dû aux phoques, puisque depuis qu'il y a des phoques dans la baie de Somme, il n'y a plus de poissons plats dans le lit de la Somme. Chaque jour, le rituel est identique. Les phoques attendent patiemment la venue du pêcheur. À quelques mètres seulement de son embarcation, ils guettent les filets. Généralement, ils sont dans la même zone où on pêche. Automatiquement, quand on arrive sur le lieu de pêche, les phoques sont déjà là et ils attendent qu'on mette le filet pour pouvoir nous prendre le poisson qui est à l'intérieur du filet. Et à chaque fois, en échange, on aura un trou de 50 cm ou 1 mètre de diamètre dans le filet. Voilà les phoques qui arrivent là. Et là, vous voyez là, le phoque là, qui est arrivé près du filet. Alors automatiquement, s'il y a un poisson de pris, le phoque l'attrape et arrache le filet en même temps. Cette année, j'ai pu récupérer 2 poissons. Je suis venu 2 fois à la pêche et une fois j'en avais 10 pris dans le filet et j'en ai récupéré 1. Et la deuxième fois j'en avais une quinzaine et j'en ai récupéré qu'1 aussi. Didier perd non seulement sa pêche du jour, mais il doit régulièrement changer ses filets troués par les phoques. À 250 € le filet, l'investissement est lourd. On va voir le verdict. Il y avait 3 poissons de pris. On va voir ce qui reste. Alors voilà déjà un trou. Là, voilà. Un trou où il y avait un poisson. En voilà un deuxième.
Et sur les 50 mètres de filet, ce n'est que ça, c'est vraiment tout le temps des trous à cause des phoques. Là, on va rentrer bredouille. Pour connaître les habitudes de ces phoques, Laetitia Dupuis de l'association Picardie Nature se rend quotidiennement sur le terrain. Comptage, naissance, mais surtout analyse des excréments sont au menu pour comprendre le régime alimentaire de ces animaux. Dans les analyses qui ont été faites, on a trouvé ici exclusivement du poisson, ce qui était un petit peu particulier parce qu'au niveau de la bibliographie, au niveau mondial, il y a plein d'autres sites où les animaux mangent des céphalopodes, des crustacés, donc ici c'est pas le cas, ils mangent exclusivement du poisson, ou principalement du poisson plat. L'autre question, c'était de savoir globalement le besoin énergétique de chaque phoque pour savoir combien ils mangent exactement. Donc là il y a des calculs qui ont été faits et on a trouvé en fait que le phoque veau marin mange 3,1 kg de poisson par jour en moyenne. C'est-à-dire plus de 750 kg de poisson par an pour un veau de mer, un phoque lui engloutit plus d'1 tonne. Et selon les chiffres de l'Ifremer, le gisement de sol a diminué de 15% en 2 ans en baie de Somme. Mais l'animal fait l'objet d'un programme de protection au niveau national et européen, donc pas question d'y toucher. D'autant plus qu'il attire de nombreux touristes en baie de Somme, une manne financière importante pour les communes. Ce sont des animaux qui sont sauvages, donc c'est une espèce pour laquelle on mène un programme d'études et de protection. Donc au niveau de l'étude, on fait du suivi, au niveau de la protection, on fait beaucoup, c'est de la sensibilisation du public en fait, pour demander aux personnes qui s'approchent en baie de respecter une distance de 300 mètres pour respecter les zones de repos des phoques à marée basse. À ce jour, plus de 500 phoques et veaux marins ont été recensés et si rien n'est fait, la cohabitation avec les pêcheurs à l'avenir risque de se compliquer. À La Rochelle, c'est une autre espèce qui fait l'objet d'un suivi particulier, la raie brunette. Depuis 2009, sa pêche est interdite. Une décision mal comprise par les marins-pêcheurs. Il est 5 h du matin, nous embarquons avec Eric Stéphan. Eric est un scientifique travaillant pour le programme RECOAM. Il est accompagné de Jean, marin-pêcheur professionnel volontaire, qui participe au programme de recherche sur la raie. Ensemble, ils partent poser des filets pour tenter de prendre des raies brunettes afin de les baguer. Là, je suis en train de préparer les marques qu'on va poser sur les raies pour que voilà, s'il y a beaucoup de raies qui arrivent, qui sont pêchées en même temps, voilà, que ce soit le plus rapide possible et qu'on les garde le moins longtemps hors de l'eau. Donc des petites marques qui permettent d'identifier individuellement chaque poisson, donc avec un petit numéro, et donc on va accrocher ça sur la nageoire pectorale, sur l'aile de la raie. Dans les Pertuis charentais, plus de 40 pêcheurs ont participé à ce programme de marquage. Il s'agit d'évaluer les stocks, de mieux comprendre l'espèce et peut-être d'adapter l'interdiction qui frappe les marins-pêcheurs. Une trentaine de spécimens de raies brunettes est remontée sur le bateau. Eric commence par les mesurer afin de définir la structure des populations. Celles qui ne survivront pas seront autopsiées afin de mieux connaître leurs organes de reproduction. Le marquage, c'est un volet de l'étude. Après, on essaye d'en savoir plus aussi sur la biologie de l'espèce et notamment de savoir à partir de quelle taille les individus sont capables de se reproduire. On appelle la taille à maturité sexuelle. Donc pour les mâles, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement à partir des organes reproducteurs qui sont des organes externes. Alors que pour les femelles, on est obligé de les ouvrir pour avoir accès aux ovaires, pour pouvoir déterminer le stade de maturité. Donc là, comme la raie était morte, du coup j'en profite pour l'ouvrir et pouvoir regarder ce stade de maturité. La plupart des raies sont relâchées vivantes après avoir été examinées sous toutes les coutures. Du coup ça c'est un mâle, et donc c'est les organes d'accouplement. Et donc rien qu'en les mesurant et en voyant la texture, on peut savoir quel est le stade de maturité, si c'est un mâle qui est capable de se reproduire ou pas. L'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre les déplacements des raies qu'on étudie. Donc en fait, en mettant ces petites marques avec un numéro qui va être unique pour chaque poisson, quand elles vont être recapturées par des pêcheurs professionnels ou par des plaisanciers et qui vont nous la signaler, ça va nous permettre d'avoir une information sur un déplacement qui a été réalisé. Et puis ça va aussi permettre de voir s'il y a des échanges entre grands secteurs géographiques, c'est-à-dire est-ce que les raies qu'on marque ici dans les Pertuis charentais, on va les retrouver en Bretagne ou en Manche, ou est-ce que c'est vraiment des poissons qui sont sédentaires, qui ne bougent pas de la zone.
Au printemps 2014, 2868 raies ont été marquées et 280 recapturées. Les scientifiques ont pu s'apercevoir que la distance moyenne parcourue par les raies était de 10 km. Cela confirme la faible mobilité du sélassien. Du coup là j'ai prélevé un petit bout de nageoire en fait pour pouvoir, dans le cadre du programme, en fait on a une étude génétique également qui va aussi apporter des éléments sur la structure de la population. Donc savoir si on a des populations séparées, par exemple, entre ici l'Atlantique et la Manche. Donc je fais des prélèvements dans différents secteurs géographiques et après, grâce à la génétique, on va pouvoir comparer tout ça et voir s'il y a des mélanges entre ces groupes-là ou s'ils sont complètement séparés. Et donc en analysant ça, en prenant en compte la période à laquelle on l'a relâchée, la période à laquelle elle est recapturée, on peut aussi voir s'il y a des mouvements particuliers, saisonniers, voir s'il y a des différences entre les mâles et les femelles, entre les jeunes et les adultes, pour essayer de comprendre un petit peu mieux l'écologie de ces espèces-là, pour aider à la mise en place de mesures de gestion pour permettre une pêche durable. L'abondance du stock de raies brunettes dans le golfe de Gascogne a ainsi pu être évaluée et surtout elle semble en hausse. Ces études permettent aux pêcheurs d'ajuster leurs propositions de mesures de gestion. Nous, scientifiques, on n'a pas la connaissance de terrain qu'ont les pêcheurs. Donc de travailler avec eux, c'est une garantie d'avoir accès aux poissons dont on a besoin pour nos études. Et inversement, le travail que nous on fait pourra, j'espère, leur servir parce que ça va aider à réfléchir à des mesures de gestion pour préserver cette ressource. Nous, on a besoin effectivement d'eux parce qu'il faut arriver à une gestion saine de la pêche. C'est eux qui peuvent nous apporter des réponses à ce moment-là. Nous, on sait bien où et comment ils se reproduisent, à quelle période, à quelque chose près, quoi. Et ça demande à être affiné. Et après, effectivement, pour prendre des mesures de gestion pour une pêche durable. L'APEC, l'association de protection des sélassiens, encourage les professionnels de la mer ainsi que les plaisanciers à signaler toute capture de raies baguées. Avec 6 à 7 appels par semaine en moyenne, Éric Stéphan peut être satisfait, le message est passé. Des mois de travaux ont été mis en commun entre les professionnels de la pêche et les scientifiques, des professions qui ne se croisaient guère dans le passé. On arrive à la fin du programme, là, on a marqué les raies, le nombre de raies qu'on voulait, on a collecté les données qu'on voulait, donc voilà, on arrive sur les derniers embarquements avec les pêcheurs, donc c'est probablement le dernier avec Jean pour cette fois-ci. Tiens, du coup, je t'ai ramené un petit gâteau breton. Non, c'est le gâteau breton. Comme c'est sympa. Pour l'instant le dernier embarquement, à moins qu'on se recroise après pour d'autres choses. Mais c'est vraiment un projet qui fonctionne où là on voit qu'effectivement le monde de la pêche et le monde scientifique arrivent à travailler ensemble dans un objectif commun d'essayer de comprendre, d'améliorer les connaissances sur la biologie, l'écologie. Et ces éléments-là, ça va permettre de réfléchir à des mesures de gestion alternatives à cette interdiction. L'interdiction, elle n'est pas comprise, elle n'est pas acceptée, elle n'est probablement pas justifiée. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de passer à autre chose et voir comment on peut faire évoluer cette interdiction de pêche, puisqu'il s'avère effectivement que l'espèce est très très abondante localement sur les côtes françaises. L'abondance de la raie brunette est en hausse dans certaines zones de pêche. La filière plaide donc pour la levée de l'interdiction de capture et pour sa réouverture. Une réouverture ciblée avec une taille minimale de 55 cm et un quota de 200 tonnes de raie brunette par an, en respectant une fermeture annuelle de 3 mois minimum. Un exemple de collaboration réussie entre scientifiques et marins-pêcheurs. Retour sur le plateau de la pêche en question avec nos invités que je vais vous présenter. Tout d'abord, Jacqueline Rabic. Alors, vous avez été longtemps présidente du comité régional des pêches d'Aquitaine. Et votre spécialité à vous, c'est ces rapports justement entre pêcheurs, scientifiques, environnement. Rapport parfois un petit peu complexe, on aura l'occasion d'en reparler. Pierre-Georges Achicourt, vous êtes toujours pêcheur et membre d'un comité contre la prolifération des phoques. Alors, c'est peu dire que de par chez vous, entre la Somme et le Pas-de-Calais, les relations entre pêcheurs et phoques sont un peu compliquées. On l'a vu dans le reportage
reportage. Stéphane Hénard, vous êtes responsable aquariologie à Nausicaa. Nausicaa, c'est le Centre national de la mer à Boulogne. Et sans vous faire rougir, on peut dire que c'est un des plus beaux et des plus grands aquariums de France. Et puis Vincent Hilaire, un confrère, journaliste. Et depuis 2007, c'est un journaliste heureux puisque vous suivez les expéditions Tara. Vous êtes correspondant scientifique des expéditions Tara. Et d'ailleurs, vous signez un ouvrage que je vous présente qui s'appelle « Voyage autour du pôle à bord de Tara ». Et justement, ces situations que l'on voit sur les côtes françaises, vous les avez aussi constatées un petit peu plus au nord. Alors, Pierre-Georges Dachicourt, avant d'évoquer votre difficile cohabitation avec les phoques, on a vu que dans le reportage, les pêcheurs se retrouvent confrontés à de nouvelles problématiques. Alors il y a cette expression générique, c'est la faute au réchauffement climatique. C'est quoi votre explication? C'est vraiment la faute au réchauffement climatique? Vous, le pêcheur, vous le ressentez comment? D'abord, bonjour à tous. Moi, je tenais à préciser que j'ai quand même été pendant 10 ans président du Comité national des pêches et donc pêcheur aussi pendant 40 ans. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des modifications dans la mer de certaines espèces qui migraient du sud vers le nord. Ça, c'était un constat. Je tiens à rappeler aussi qu'on a toujours travaillé en très grand partenariat avec les scientifiques parce que c'est une nécessité entre la connaissance des pêcheurs et la connaissance des scientifiques, c'est être capable de se remettre en cause les uns et les autres. Et je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Alors la prolifération des phoques, oui, c'en est une vérité actuellement. Pourquoi? Eh bien ça, ma foi, c'est aux scientifiques de me le dire. Peut-être parce qu'on a su aussi préserver la ressource et que les phoques, évidemment, ayant de la ressource, viennent se nourrir plus sur nos côtes qu'ailleurs, pourquoi pas, mais ça c'est aux scientifiques de me le dire. Et puis d'un autre côté, j'ai toujours tenu à dire que, en tant qu'être humain, je ne peux pas me permettre de laisser ma place à un animal. On est tous les deux dans une chaîne alimentaire et on a tous les deux le droit de manger. Mais il y a des choses quand même étonnantes. En dehors des phoques, on voit aussi certains poissons qui étaient plutôt des poissons du Sud, qui arrivent de par chez vous maintenant au large. Et les pêcheurs boulonnais, par exemple, se retrouvent avec des rougets barbets, ce qui n'était quand même pas leur pêche habituelle. Non, c'est une pêche qui a vraiment été exponentielle pendant plusieurs années. On a eu un vide ces 2 dernières années, ça revient. Et là encore, on ne maîtrise pas absolument toute la nature. Et pourquoi est-ce des cycles? Est-ce que les quelques rescapés ont réussi à être un peu plus prolifiques que les autres années? En tous les cas, c'est une espèce qui prolifère. Les céphalopodes aussi, on ne pêchait pas autant d'encornets dans la Manche et sud de la mer du Nord comme on pêche depuis ces 10 dernières années. Il faut constater les choses. Alors, Jacqueline Rabic, il y a quelques années, quand il se passait quelque chose en France ou ailleurs, on disait, de toute façon, avec tous les satellites qui nous envoient dans le ciel, ça détraque le temps. Aujourd'hui, toutes les choses qu'on voit qui sont un petit peu bizarres dans le monde de la pêche, c'est dû vraiment au réchauffement climatique, selon vous? Nous constatons quand même des mouvements de la chaîne alimentaire. Et comme les poissons suivent la chaîne alimentaire, moi je m'occupe surtout des migrateurs, donc ils ont quand même un grand chemin, on s'aperçoit qu'on les trouve dans des endroits où nous les trouvions très peu autrefois, notamment dans la baie de Somme. On a la Lauze maintenant qui est présente, alors que chez nous, nous avons une désertification de la Lauze sur la question alimentaire et d'autres sujets. C'est pour ça que nous sommes très intéressés. Et moi, je suis très intéressée sur les éléments déclenchants également, comme le LIA et autre chose. Donc il y a des mouvements qui se font et les courants ont changé. Est-ce que tout ça, on peut l'attribuer au réchauffement climatique? Il y a quand même une question que l'eau chaude et l'eau froide se mélangent pas toujours, puisqu'on est axé sur les estuaires, nous, donc on est dans les eaux mêlées, et on s'aperçoit quand même que la température des estuaires est montée, de l'eau des estuaires a monté d'1,5 degré à 2 degrés à certains endroits, et que nous avons l'augmentation du niveau de la mer qui fait que nous avons une intrusion marine de plus en plus importante dans l'intérieur des mers. Donc il y a tout un bouleversement, je dirais, qui se manifeste, que nous constatons depuis une quinzaine d'années, mais qui n'est pas du tout ressenti par l'ensemble de la société. Alors, Stéphane Hénard, là on a vu avec les gens qui sont sur les bateaux, les spécialistes qui sont, j'allais dire, les mains sur les filets. Vous, à Nausicaa, vous êtes plutôt observateur. Vous expliquez comment tous ces changements? On essaye de donner des clés à nos visiteurs. On n'est pas là pour donner des leçons. Et donc on essaie de les faire rêver parce que c'est un monde plein de rêves, la mer. Et là justement, ça rejoint complètement ce qu'on vient de voir. On emmène nos visiteurs, c'est une toute nouvelle exposition que nous avons, on les emmène à bord d'un navire de recherche. Et là, ils voient que les chercheurs, comme on l'a vu dans ce documentaire, ce sont des gens qui se font secouer comme les marins.
et ils souffrent pour récupérer de l'information. C'est bien la preuve que c'est précieux, cette ressource qui est dans la mer. Donc les visiteurs peuvent un instant se mettre dans la peau de ces chercheurs, se faire secouer. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. On explique qu'il y a des bouleversements et on essaye de faire ressentir qu'un bouleversement, un schisme, c'est aussi une opportunité. La question qui me venait quand je voyais le reportage sur le Liga, c'est mais c'est plein de bonnes choses, ça. Il y a des algues, il y a de la vase, il y a des protéines animales, puisqu'il y a du zooplancton. C'est peut-être une ressource, peut-être que d'ici quelques années, on en fera un aliment pour le bétail ou des choses comme ça. Pourquoi pas? Et peut-être que de cette façon-là, l'homme tirera parti d'une crise qu'il a peut-être créée. On ne sait pas encore. Alors, Vincent Hilaire, sur la goélette Tara, vous faites avec vos collègues scientifiques des dizaines, des centaines, des milliers de prélèvements pendant chaque mission. Parfois, ça doit les laisser perplexes, ce qu'ils trouvent dans l'océan et ce qu'ils trouvent dans leurs prélèvements. Alors, comme toute recherche scientifique, la science, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs temps. Et le temps de la science est très long. On le sent à travers ce reportage, notamment l'importance du travail des scientifiques. Et je trouve les collaborations de plus en plus fructueuses avec le milieu de la pêche. C'est à souligner, parce que c'est comme ça, des uns et des autres, qu'on va peut-être réussir à trouver des solutions. Après, sur Tara, on prélève. On fait des prélèvements de plancton, par exemple. Après, il y en a des fois pour 10 ans derrière pour dépouiller, analyser tous ces prélèvements. Et donc, se pose aussi le problème du financement de la science, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de très bons scientifiques, comme ce scientifique de terrain qu'on voyait à la fin à La Rochelle. C'était vraiment très intéressant. Mais que, un peu avant dans le reportage, était mentionné le coût des sorties en mer. Et avec Tara, donc, on fait des fois des expéditions de 2 ans et demi. Donc je vous laisse imaginer le coût de ces expéditions pour pêcher du plancton partout dans le monde. Et on réussit à le faire grâce au mécénat d'Agnès B. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais juste pour vous délivrer ce que moi j'ai découvert en tant que journaliste et que je ne connaissais pas, c'est à quel point les scientifiques ont des moyens extrêmement limités pour essayer de voir comment le vivant vit. Le vivant est vivant. Le vivant change et évolue, et c'est la problématique qui se pose à nous tous. Moi, je suis modestement journaliste et photographe, observateur de ça, donc en aucun cas scientifique, mais je suis frappé par l'importance des questions qui sont soulevées en général sur ces thématiques de la mer. La mer, c'est 2/3 de la surface de la planète, et je suis impressionné de voir finalement le peu de moyens qu'on a pour essayer d'observer son évolution, quelles qu'en soient les raisons. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est important, et moi je voudrais profiter de cette émission pour espérer que des gens qui nous écoutent, qui sont influents, aident les pêcheurs, les scientifiques à voir ce qui se passe, à comprendre, parce que si on ne peut pas comprendre, on ne pourra pas prendre de bonnes décisions. Alors, Jacqueline Ravicq, c'est vrai, ce que disait à l'instant Vincent Hilaire, c'est que le pas de temps n'est pas le même entre chercheurs et pêcheurs. Les chercheurs, il leur faut 10 ans pour trouver. Et les pêcheurs ont besoin d'une réponse quasi instantanée parce que leur activité au quotidien dépend de ces travaux de recherche. Comment on arrive à concilier les deux ? On a du mal à arriver à concilier les deux. C'est que nous avons nos pêcheurs qui ont une intuition et connaissent l'eau. Donc eux, ils voient la situation et ils font toujours une prospective. Donc là, il faut convaincre le scientifique local que nous avons que notre prospective est bonne. Donc il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils comprennent. Donc vous voyez, ça prend du temps. Deuxième chose, chercher les financements. Et troisième chose, après, travailler. Donc, nous n'avons pas le même temps. Ce que je reproche souvent, c'est que nous pouvons facilement commencer à faire de la prospective et améliorer les choses de connaissances pragmatiques par nos pêcheurs, qui sont quand même, je dirais, de fins connaisseurs du milieu de l'eau, et compléter, alors là, la question de l'association des deux, compléter par les recherches fondamentales qui sont nécessaires. Il nous faut les deux. Mais malgré tout, nous avons localement souvent des recherches, enfin les chercheurs qui n'ont pas de prospective et qui n'ont pas d'intuition. Donc c'est mon reproche constant. Et parfois, ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite parce que la dégradation du milieu naturel et de nos stocks va beaucoup plus vite. Et qu'on a 30 ans de retard par rapport, si vous avez vu dans le Liga, il y avait quand même l'arrivée d'eau, je dirais, des rivières. Donc là, nous avons... moi, je suis au comité de bassin à Dour-Garonne, donc je suis toujours l'élément, je dirais, perturbateur, puisque je dis que nous avons quand même, je dirais, une dégradation du milieu estuarien, puisque je suis à rivière, estuaire
et locale. La grande mer est encore protégée, je dirais, elle n'a pas encore assimilé toutes les, je dirais, désordres littoraux. Mais nous allons y arriver si nous ne prenons pas des décisions rapides. Et là, nous avons, comme c'est un travail de consensus, nous avons quand même les lobbies industriels et autres qui représentent quand même un chiffre d'affaires autrement, et que nous qui travaillons avec la nature n'a pas de valeur. Donc on peut faire n'importe quoi. Donc je suis, je dirais, très en difficulté avec la compréhension du haut bassin. Alors Pierre-Georges Jachicourt, on l'a vu dans le reportage aussi, il y a une situation tout à fait nouvelle, c'est que pêcheurs et scientifiques se retrouvent ensemble sur les mêmes bateaux pour étudier une situation. Ça vous arrive, vous, d'embarquer des scientifiques à bord de votre bateau ? J'en ai embarqué tout au long de ma carrière. Je crois que j'étais patron. Vous êtes une exception ? Non, pas forcément. Je pense que tout le monde a compris, au moins ces 15 dernières années, l'intérêt collectif de travailler avec les scientifiques. Et comme j'ai travaillé aussi avec Nausicaa, parce qu'ils m'ont apporté une partie de connaissances et moi j'en ai apporté une. Donc voilà, c'est capital. On ne peut pas se targuer au niveau de la France d'être la deuxième puissance dans les océans, puisqu'on détient 11,5 millions de kilomètres carrés, et d'un autre côté, ne pas donner les moyens scientifiquement de travailler là-dessus. Donc c'est ça le partage des choses. Donnons-nous les moyens et ensuite tout le monde vivra correctement. Alors Stéphane Hénard, ça se passe comment avec Nausicaa ? Parce que là, tout à l'heure, vous nous avez expliqué, là, alors, je ne sais pas d'ailleurs comment le présenter. Est-ce que c'est une attraction, comme dans un parc d'attractions ? Est-ce que c'est une démonstration un tant soit peu scientifique ? Et vos liens avec les pêcheurs, qu'est-ce que vous faites en dehors de ce côté contemplatif, dire regardez comme les océans sont beaux ? On les rencontre souvent, les pêcheurs. J'imagine, surtout que vous êtes juste à côté. On est toujours très fiers parce qu'ils ont un savoir extraordinaire. Ils sont tous les jours à la mer. Ils ont accumulé des connaissances, justement, les changements, les petites subtilités qui sont liées, soit un changement de vent, un changement de marée, 1 degré de température. Ça, c'est très, très important. Pouvoir transmettre cette passion à nos visiteurs, c'est vraiment un enjeu pour nous et on s'y applique. Et puis, on peut faire une attraction qui contient un message scientifique. Ça fait 20 ans qu'on en fait la démonstration et on en est très fiers. Et on peut faire ça. Vous avez des structures scientifiques avec des chercheurs aussi qui travaillent chez vous et qui peuvent travailler avec les pêcheurs ? L'exposition que nous avons montée justement sur la recherche scientifique a été, bien entendu, complètement élaborée avec IFREMER, l'Institut français de recherche sur la mer. Et puis, régulièrement, nous avons des pêcheurs qui interviennent sur notre plateau lors de conférences où ils peuvent s'adresser directement aux visiteurs, recevoir leurs questions, transmettre leurs messages, faire un peu connaître leurs valeurs et leur engagement. Vincent Hilaire, sur Tara aussi, vous en croisez des pêcheurs. Parfois, vous en embarquez à bord d'ailleurs. Oui, les scientifiques à bord sont des pêcheurs de plancton finalement. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Hénard. Je pense que vraiment l'important, c'est que les Français sont passionnés par la mer, en fait. On le voit. Vous faites un travail exceptionnel de sensibilisation et pour essayer, en plus de passer des vrais messages qui ont du fond. Et ça n'a pas de prix parce qu'on s'aperçoit que dans tous ces métiers, finalement, chacun connaît quelque chose, a besoin de partager et d'avoir des plateformes, mais surtout, il faut que le public, petit à petit, comprenne des choses qui sont extrêmement pointues, extrêmement précises. Les pêcheurs font un travail extrêmement précis, les scientifiques aussi, ainsi de suite. Donc je pense que vraiment cet élan donné notamment par les aquariums et Nausicaa, qu'on connaît bien avec Tara Expédition, pour avoir fait pas mal de choses, c'est très important. Les Français sont passionnés par la mer, les Français ont compris quand même l'importance de l'océan, hein, le plancton capture du CO2, c'est grâce à lui qu'on respire. Petit à petit, des messages importants passent. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de porter ensemble. Et je pense que petit à petit, par rapport à notre place de deuxième façade maritime au monde, peut-être qu'on est dans une période économique très complexe aussi. Il faut remettre tout ça dans la logique du moment. On voit que l'écologie et l'économie sont étroitement liées. Mais absolument. De toute façon, tout est basé sur l'économie dans nos sociétés. Donc, si on ne réussit pas à concilier écologie et économie, on va dans le mur. Et le reportage qu'on a vu au départ et les témoignages des pêcheurs, des gens de terrain, nous montrent que quand même, par endroits, on va dans le mur. Alors, par endroits, ça se rééquilibre. Dans d'autres, ça se déséquilibre. Donc, on ne maîtrise pas la nature. Mais il faut essayer de la comprendre pour essayer de continuer à en vivre, de continuer à essayer aussi de s'émerveiller, de la respecter. Surtout, c'est ce que Nausicaa et Tara Expédition aussi, on essaye de faire. C'est d'envoyer un message de respect face à cette beauté, cette mer nourricière. Voilà, une mer nourricière, on ne peut pas systématiquement lui demander de nous alimenter. Il faut qu'on sache
comment elle vit, comment elle évolue, comment elle se nourrit, comment les poissons se reproduisent, les nutriments, le plancton. C'est pour ça qu'on a pêché du plancton partout autour du monde. On a pêché du plancton dans des colonnes d'eau en essayant de capturer l'eau et de comprendre les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, c'est-à-dire les nutriments, qu'est-ce qu'il y a à manger dedans, quelle est la température, quel est le courant, quel est l'ensoleillement, suivant la profondeur évidemment. Donc il faut essayer de comprendre, connaître, et on a un énorme déficit finalement. Et les choses s'accélèrent. Donc c'est ça notre problématique. Pierre-Georges Chicourt, on voit les problèmes écologiques qui vous concernent au premier chef, vous les marins-pêcheurs, mais aussi les problèmes économiques. Est-ce qu'à un moment, face à l'économie, on n'a pas tendance à mettre l'écologie de côté ? Non, pas forcément, parce que je pense que le partage a été fait ces dernières années où ce qui est important, l'écologie, c'est la plus belle chose du monde à partir du moment où ce n'est pas un dogme. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est le dogmatisme des choses. Et je pense qu'il y a des écologistes qui comprennent très bien la chose, que d'un côté, l'économie va de pair avec l'écologie. Et les professionnels de la pêche ont fait ces efforts-là. Ils ont fait des tas d'efforts ces dernières années, et c'est pour ça que, pour en revenir à nos amis les phoques, eh bien, ma foi, je pense qu'on ne peut pas demander aux professionnels d'un côté de faire des tas d'efforts sur la gestion de la mer, des quotas et autres en restriction, et de l'autre côté, laisser proliférer ou revenir à ce qui existait il y a plusieurs siècles, ces phoques. Manche-mer du Nord, c'est 250 000 phoques. Vous avez vu, 700 et quelques kilos de poissons. Mettons tout ça en relation. Donc, moi, je pense que c'est également tout ça qu'il faut bien mettre dans une boîte et regarder ce qu'on peut en faire tous ensemble. Et l'écologie, c'est important. Vincent, il y a quand même quelque chose de terrible. D'ailleurs, vous le décrivez dans votre livre. Vraiment, vous observez des ours, un ours qui est au bord de l'épuisement, et parce qu'il n'y a plus cette fameuse banquise où il peut se reposer. Là, on l'a vu avec les 35 000 morses en Alaska, même situation. On peut penser que les phoques, on est dans la même logique. On a des indicateurs de changement d'habitat très rapides, voilà, en fait, dans un sens bon ou mauvais. L'ours, si la banquise se réduit totalement en été, certains scientifiques, alors là il y a beaucoup de débats autour de ça, mais modélisent une disparition de la banquise en 2050 en été, parce qu'il y aura toujours de la banquise en hiver, du fait de la nuit polaire, etc., au nord comme au sud, etc. Mais voilà, donc l'habitat change peut-être très vite dans des tas d'endroits. Il faut essayer de comprendre ça, et on sent bien la limite même d'un pays comme la France, même si c'est la deuxième façade maritime du monde. On sent bien en termes de capacité de recherche, d'investigation pour comprendre, on sent bien les limites du moment. Donc on voit bien que déjà, et puis le ciel n'a pas de frontières comme les océans. Voilà, peut-être que les phoques finalement se réfugient là parce qu'ils n'ont plus de nourriture. On ne sait pas, on a besoin de comprendre. Parce que si on essaye de réguler sans comprendre, on ne régule pas. Est-ce qu'on fera bien ou pas, c'est la roulette, c'est la roulette. Donc il faut savoir, donc il faut vraiment que mondialement, et on espère que le sommet à Paris dans un an, il est capital pour vraiment prendre des décisions par rapport à l'océan. Le thème 1, c'est l'océan. C'est inévitable puisqu'on dépend totalement de l'océan. Alors face à ces situations, Jacqueline Rabic, c'est quoi la solution? La guerre ou la cohabitation? Moi, je suis pour la cohabitation de tous ensemble, à condition que chacun s'écoute et qu'il n'y ait pas de perdants. Et actuellement, ce qu'on peut constater, c'est que dans notre profession, qu'il soit maritime ou nous estuarienne, nous sommes des perdants. Parce qu'on n'écoute pas assez rapidement nos conseils, si l'on peut dire, ou nos observations. Vos perceptions du terrain. Nos perceptions. Les hommes de l'eau ont une perception. Actuellement, si vous voulez, les dirigeants sont des gens agronomes, ce sont des continentaux qui veulent mettre sur notre milieu mouvant les décisions cadastrales qu'ils ont sur, je dirais, la Terre. Nous sommes sur un élément mouvant, très imperceptible, parce qu'en fin de compte, les températures, nous ne sommes pas maîtres de cela. Et personne ne veut se rendre compte qu'on ne peut pas faire, je dirais, un partage cadastral de la mer, de l'eau, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir une gestion extrêmement équilibrée et s'écouter les uns les autres et surtout responsabiliser les uns les autres. Pourquoi certaines professions industrielles ont le droit de, je dirais, détruire, puisque moi je suis sur l'anguille, de ne pas faire les passes à poissons pour les descentes d'anguilles d'avalaison qui vont se reproduire de l'autre côté et que nous sommes obligés d'être fermés au chômage pour protéger la même espèce. Le traitement doit être égal à tous, responsabilité de tous et amitié de tous. Amitié, je dis, collaboration.
Pierre-Georges Hachicourt, le pire pour vous, c'est que vous allez être obligé de partager. Ces marins, ces individualistes qui n'avaient de limite que la limite de l'horizon, aujourd'hui, ils se retrouvent face à des voisins un peu encombrants, comme les phoques ou d'autres prédateurs, et ça va être compliqué à gérer pour vous. Partager l'espace. Ça ne sera pas beaucoup plus compliqué que ça ne l'est en ce moment. Le partage se fait déjà. Maintenant, que ça soit une manne touristique à côté, il ne faut pas le nier non plus. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas question un seul instant que le marin-pêcheur laisse sa place à l'animal. C'est tout. Et donc le partage, bien sûr. J'oserais dire que ce qu'ils prennent dans la mer, c'est ce qu'on appelle chez nous la part des anges. Ma foi, quand on est dans un filet, s'ils mangent 2-3 poissons, qu'ils nous en laissent une dizaine, on a encore quand même un petit peu de rentabilité. Bien sûr, c'est un partage nécessaire. La seule chose, c'est que là encore, il faut arrêter de focaliser sur quelque chose. Ils n'ont pas de prédateurs naturels actuellement dans la Manche et la mer du Nord. Ils n'en ont pas. Donc, comment font-on? Il se passera, et je pense que Stéphane pourra me le dire, un jour, il y aura une pandémie et d'un seul coup, il va s'en mourir 10 000 ou 20 000. Et là, ça ne sera forcément pas la faute du pêcheur, ça ne sera pas non plus faute de manque de ressources. C'est parce que ça arrive comme ça au Danemark, on a déjà constaté, les scientifiques ont pu le voir, que malheureusement, les épidémies et les pandémies qui en découlent, des fois, sont très catastrophiques. C'est arrivé sur les goélands, ça arrivera sur les phoques. Par contre, ça n'arrivera pas sur les hommes. La nature est la plus forte, elle se régule d'elle-même, et ce qui est aujourd'hui un problème économique peut très bien n'être qu'un mauvais souvenir dans 5 ou 10 ans. Je crois qu'on ne peut plus vraiment dire ça aujourd'hui. L'empreinte de l'homme est partout. On est tellement nombreux. Beaucoup de choses ont changé et changent en permanence, simplement parce qu'on est plus nombreux. Et alors justement, parce qu'on est plus nombreux, on peut faire encore plus facilement des actions positives qui vont avoir un impact important. Et vous avez raison, M. Hachicourt, il y aura des marins, il y aura des marins pêcheurs pour donner un coup de main à sauver les phoques quand ils seront en danger, parce que c'est la mer et les marins pêcheurs savent la protéger. On peut aussi tous faire quelque chose, nous, consommateurs, quand on choisit bien le poisson qu'on va manger. On a un impact positif sur la mer, parce qu'on va prendre un poisson qui s'est déjà reproduit, qui appartient à un stock qui va bien, et généralement qui a bon goût. Et ça, ces listes-là, elles existent. Il y en a une notamment qui a été mise en place avec les pêcheurs et avec les scientifiques, qui s'appelle Mr. Good Fish. On est très fiers de la porter, parce qu'avec cette liste-là, il n'y a que du positif. On mange du bon poisson et on fait du bien à l'océan en même temps. Tout ça, c'est possible encore aujourd'hui. Bon, Vincent Hilaire, on voit quand même qu'entre pêcheurs et phoques, ça ne va pas être l'amour. Partager, c'est difficile. Ça va être le pire des problèmes, c'est de dire il faut qu'on partage ces univers. Parce qu'on voit bien les intérêts. Les intérêts sont complexes, mais je pense qu'au final, il faut que les intérêts de l'avenir de l'humanité soient ceux qui l'emportent. Et évidemment, les gens autour de cette table sont des gens de décision. On prend tous des décisions. On sait très bien que les décisions sont des fois douloureuses. Mais il y a la réalité de la nature. On ne peut pas aller contre des réalités chiffrées. À partir du moment où on a des éléments clairs, qui sont des éléments scientifiques, qui sont incontestables, le débat s'engage et il y a une décision qui s'impose dans chaque domaine. Mais je pense que la clé de l'avenir, c'est le partage et c'est la tolérance et l'écoute, le respect de toutes les professions qui sont liées à la mer, mais aussi du citoyen. Qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants? C'est la supra-finalité. C'est l'avenir de la planète. On sait qu'on va être 9 milliards en 2050, selon les Nations Unies. 9 milliards en 2050, et notre empreinte déjà aujourd'hui sur Terre, on sait qu'au mois d'août, on a déjà fait l'empreinte de l'année. En fait, on a consommé ce que la Terre produit au mois d'août, en une année. Donc, il reste quand même 6 mois pendant lesquels on puise dans les réserves de la cagnotte. Voilà. Tout ça, ça s'impose à nous, c'est scientifique. Donc, il faut qu'on puisse avancer dans la tolérance, le partage et l'écoute avec ces éléments-là et en tant qu'humain, qu'on ait vraiment une démarche humaine par rapport à ça, même s'il y a des réalités économiques, il y a des crédits, c'est une période très compliquée, mais il faut qu'on trouve un chemin. Voilà. En conclusion, Pierre-Georges Hachicourt, on parlait des scientifiques présents sur les bateaux, des scientifiques qui vous aident, parfois aussi les scientifiques qui vous donnent des bonnes nouvelles. Rapidement, parfois, ils peuvent aussi vous donner les clés pour relancer une pêche qui était pas interdite, mais considérablement diminuée. Je pense qu'ils ont donné des clés
On va prendre l'exemple du thon rouge, où il y a eu un moment une sonnette d'alarme qui a été tirée, qui était nécessaire. Il fallait faire quelque chose, bien en partenariat avec les scientifiques, également les ONG qui n'ont pas été tendres avec nous, mais chacun est dans son rôle. On sait que maintenant le thon rouge en Méditerranée est revenu de manière conséquente. Ben voilà quoi. On a payé le prix fort pour pouvoir arriver à ça. Mais maintenant vous le savez. Maintenant on le sait. La Voilà. mer n'est pas inépuisable. Et on voit bien qu'entre pêcheurs et scientifiques, eh bien, c'est une nouvelle collaboration qui commence, une collaboration qui n'est sans doute pas près de s'arrêter. Alors je vous rappelle le livre de Vincent Hilaire, Tara, Aventure autour du pôle. Alors là, des photos, des témoignages. Franchement, vous verrez la mer différemment et ce pôle tout à fait différemment. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.